Bonsoir à tous pour ce dernier cours de l'année sur la prédation exercée par les hommes sur leur environnement. Au cours de cette série de cours, nous avons vu comment la consommation de viande est quelque chose qui existe de façon sporadique chez des ancêtres très lointains de l'homme, puisqu'on le trouve déjà certainement chez l'ancêtre commun aux chimpanzés et à l'homme. Et nous avons vu au cours de cette série de présentations comment ce comportement s'est développé, surtout à partir de 2 millions d'années, avec du charognage, de la chasse, une chasse orientée vers des ongulés de plus en plus grande taille, et comment, dans le fond, ce changement de comportement et ce changement sur le plan alimentaire s'accompagne de nombreuses modifications, de nombreuses adaptations dans le domaine biologique, à la fois pour faciliter l'acquisition de proies, et puis aussi parce que le changement de régime alimentaire chez les hominines implique aussi un certain nombre d'ajustements biologiques. Et puis nous avons aussi vu comment cette exploitation du monde animal s'est diversifiée, s'est intensifiée, surtout à la fin des temps paléolithiques, avec en particulier le développement d'une exploitation de la ressource aquatique qui se révèle extrêmement bénéfique pour les groupes humains. Alors pour terminer cette série, je voudrais aborder un aspect très important de ces comportements de prédation, c'est l'effet que ces comportements ont pu avoir sur l'organisation des sociétés humaines. Et sur la façon, dans le fond, dont ces sociétés humaines ont pu se développer et prospérer dans des environnements très, très variés, non seulement grâce à des ajustements qui sont des ajustements techniques, évidemment la technique de la chasse, mais aussi des ajustements sociaux. Et évidemment, dès qu'on parle de l'homme, l'aspect social est très très important. Vous allez voir que ces ajustements sociaux impliquent de nombreux domaines. Ce n'est pas seulement une question d'organisation des groupes, mais il y a même des aspects qui sont des aspects, je dirais, psychologiques, cognitifs, qui sont impliqués dans ces changements. Et c'est un sujet, cette thématique de la chasse et de la société qui est énorme. Je vais essayer simplement d'évoquer certains points importants pendant le temps qui nous est imparti aujourd'hui, sans vouloir couvrir de façon exhaustive tous ces sujets. Alors d'abord, il y a un aspect important qui est l'aspect du territoire dans lequel la chasse, la prédation s'exerce. Et vous allez voir que, évidemment, la taille de ce territoire peut varier et aussi la façon dont les hommes se déplacent ou ne se déplacent pas dans ce territoire pour exploiter le gibier. Et donc, de façon, je dirais, presque naturelle, il y a un lien entre chasse, territoire et puis démographie, puisque dans le fond, c'est la capacité de ce territoire à produire de l'énergie qui va conditionner le succès des groupes humains et en particulier leur succès démographique, avec la question des fluctuations saisonnières de cette ressource qui est très importante pour des chasseurs-cueilleurs. Alors, dès qu'on parle de territoire et de démographie, immédiatement, il y a d'autres aspects qui apparaissent.
On parlera de façon très rapide d'un sujet qui a beaucoup intéressé les anthropologues ces dernières années, qui est celui de la relation entre le développement de ce qu'on appelle la culture cumulative, c'est-à-dire le fait que les hommes, en tout cas dans leur évolution récente, ont été capables de construire des environnements culturels de plus en plus complexes en accumulant des innovations qui sont transmises de génération en génération sans que chaque génération, chaque individu ait à réinventer absolument toutes ces choses-là. Et il y a tout un débat sur les liens qu'il peut y avoir entre la densité démographique des groupes humains, la fluctuation de leurs effectifs et puis cette capacité d'innovation. Et puis ensuite, il y a tout ce qui touche à la question du transfert de nourriture d'individus qui sont les individus qui, dans le fond, vont à la chasse, ramènent du gibier, et puis les autres. Les autres, ça peut être les chasseurs qui n'ont rien attrapé, ça peut être le groupe, et puis aussi, évidemment, c'est la famille, l'environnement proche de ces chasseurs. Et donc, inévitablement, on a évoqué aussi la question de la division sexuelle des tâches dans les groupes humains, qui est un sujet à la mode, puisque c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est remis en cause aujourd'hui, mais qui, disons, dans la dimension de l'évolution humaine, est quelque chose qui a toujours eu une grande importance. Et on essaiera de voir à travers un exemple ou deux comment, justement, on peut analyser ce partage des tâches et son évolution au cours du temps. Puis enfin, je terminerai sur un point qui peut paraître un petit peu secondaire dans ces débats, mais qui est la question du territoire, de la densité du peuplement, et puis de la violence et des conflits qui peuvent exister entre les groupes pour le partage des ressources dans un environnement de concurrence. Alors, on va commencer par cette question du territoire, et je voudrais vous remontrer cette photo que j'ai, je crois, produite déjà l'année dernière dans un de mes cours, pour vous rappeler que, évidemment, l'environnement compte énormément dans ce qui... dès que l'on considère la possibilité pour des hommes de s'installer dans une région géographique particulière, et notamment à cause de cette notion de capacité porteuse, ce qu'en anglais on appelle carrying capacity. Et cette capacité porteuse, c'est la taille maximum de la population d'un organisme. Alors, en l'occurrence, il s'agit des hommes, mais il pourrait s'agir de n'importe quel autre organisme qu'un milieu donné peut supporter. Et de façon un peu caricaturale, je vous ai donné ces deux photographies simplement pour vous rappeler que cette capacité porteuse, elle varie énormément en fonction de la géographie, notamment en fonction du climat. Il y a des environnements qui ont une capacité porteuse très élevée, comme celui de droite. Des environnements, par exemple, tropicaux chauds, avec une végétation abondante. Et puis à l'autre extrême, eh bien, il y a les milieux désertiques ou les milieux arctiques dans lesquels la capacité porteuse peut être assez faible. Et donc les populations qui fondent leur subsistance sur la chasse et la cueillette, évidemment, doivent s'ajuster à cette capacité porteuse. Quand on regarde plus dans le détail comment la densité de population varie en fonction des environnements, on se rend compte évidemment que ce que l'on appelle la productivité primaire nette, c'est quelque chose qui est fondamental. Et vous voyez, dans ce petit schéma, elle est représentée par un soleil et un nuage qui laisse tomber de la pluie. En fait, il y a un moyen assez simple d'estimer cette productivité primaire nette, c'est simplement de regarder dans chaque région du monde la pluviométrie
et puis les températures moyennes tout au long de l'année. En fait, ce n'est pas très compliqué. Dans les endroits où il fait chaud et où il pleut, eh bien, il y a beaucoup plus de végétation. Il y a une capacité plus importante pour ces paysages à accueillir une faune abondante, et d'une façon générale, c'est quelque chose qui va affecter de façon positive la densité de population. Et à ce facteur, qui est vraiment un facteur important, va s'ajouter deux autres facteurs qui ne jouent pas forcément dans la même direction que la productivité primaire nette. Il y en a un qui est la biodiversité, et cette biodiversité qui est aussi importante pour des populations de chasseurs-cueilleurs, elle va être surtout importante, elle va jouer un rôle important surtout dans les régions qui sont des régions qui ne sont pas forcément des régions où la productivité primaire nette est très élevée. En particulier dans les milieux qui sont des milieux un peu désertiques, par exemple, eh bien là, le fait qu'il y ait de la biodiversité ou pas, ça compte énormément. Donc, dans un milieu où la productivité primaire est faible, mais où la biodiversité est relativement élevée, on va quand même avoir une possibilité de peuplement humain plus ou moins dense. Par contre, si la biodiversité est faible et qu'en plus la productivité primaire est faible, là, c'est quand même pas très bon pour les hommes. Puis alors, il y a un autre paramètre qui entre en jeu dans la densité de population, c'est le rôle des pathogènes, l'abondance des pathogènes dans l'environnement, la possibilité de développement de maladies plus ou moins sévères liées à la présence de ces pathogènes. Et ça, c'est un facteur qui joue particulièrement dans les zones tropicales, par exemple, où la productivité primaire nette peut être assez élevée. Et donc, tout cela, ça vous montre qu'il ne suffit pas de regarder, dans le fond, quelle est la capacité porteuse d'un territoire pour avoir une idée de la capacité de ce territoire à avoir des populations humaines nombreuses et denses. Il y a ces autres facteurs qui interviennent. Et on a modélisé tout ça, et puis on peut regarder ensuite ce qui se passe dans la réalité en comparant des données physiques ou biologiques et puis des densités de population qui ont pu être observées chez des chasseurs-cueilleurs. Et dans le fond, la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est que bien que les hommes aient développé cette fameuse culture cumulative, c'est-à-dire dans le fond des techniques de plus en plus complexes, eh bien, en tout cas pour ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs, ils restent très dépendants des conditions qui sont les conditions du milieu naturel. Et on va trouver chez ces chasseurs-cueilleurs des variations, notamment de la taille du territoire qu'il faut pouvoir exploiter pour survivre, qui sont des variations qui sont très importantes. Sur ce schéma, vous voyez la différence de taille des territoires entre des groupes de chasseurs-cueilleurs. J'ai compilé des données de ces auteurs pour vous montrer la variation de la taille de ces territoires comparée à la taille d'un territoire dans lequel vit une population de chimpanzés. Vous voyez qu'on a des différences qui sont considérables. Cette échelle, c'est une échelle logarithmique. Donc, chaque fois que l'on passe à une unité, en fait, on passe à un ordre de grandeur supérieur. Donc, vous voyez que c'est une variation qui est absolument énorme. Nos groupes de chimpanzés peuvent très bien s'en tirer sur des territoires qui sont des territoires kilométriques. Dès qu'on passe à des groupes humains de chasseurs-cueilleurs qui fondent leur activité essentiellement sur la chasse, là, les territoires qui sont en jeu sont beaucoup plus grands. Alors, on trouve des territoires relativement limités dans des
des milieux particuliers, par exemple des îles. Donc, les îles, par définition, elles peuvent être assez petites et donc on n'a pas beaucoup moyen d'aller très loin. Mais souvent les îles, évidemment, offrent la possibilité d'exploiter le milieu marin et donc on a une assez forte capacité porteuse. Et puis à l'autre extrémité du spectre, on trouve des populations qui vivent dans des milieux extrêmes. Et ici, tout en haut de cette variation, se place ce groupe des Nunamute qui vivaient dans le nord de l'Alaska. Et ces gens-là étaient, jusque dans les années 1850 par là, des chasseurs de caribous, donc des chasseurs de rennes. Et c'était ce qui leur procurait l'essentiel de leur subsistance. Pour survivre en exploitant ces caribous, eh bien, ces Nunamute exploitaient des territoires qui étaient de l'ordre de 64-65 000 km². Donc, je ne sais pas si ça vous parle, 65 000 km², mais ce sont des territoires qui font des centaines de kilomètres de diamètre pour aller d'un bout à l'autre. Et donc là, on a affaire à des groupes qui ont des territoires très, très, très étendus, donc une grande variabilité de la taille des territoires exploités. Alors quand on regarde la densité de population des chasseurs-collecteurs, disons, récents, eh bien, vous voyez que c'est pas un petit peu. Dans le fond, on combine l'effet de différents facteurs que je viens d'évoquer. Et vous voyez que l'image que l'on obtient, c'est une image qui n'est pas simplement une distribution en fonction de la latitude. On a, dans le fond, pas très loin de l'équateur, des zones désertiques, par exemple le Sahara ou les déserts de la péninsule arabique, où depuis longtemps, alors d'abord depuis longtemps, il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs, mais quand il y en a eu, dans les périodes où ces zones étaient désertiques, c'était des densités très très basses. Et on va trouver des densités de population de chasseurs-cueilleurs beaucoup plus élevées, dans des zones comme par exemple la forêt amazonienne, où il y a quand même beaucoup de monde. Même si ça peut paraître un milieu inhospitalier, c'est un milieu qui a une très très grande capacité porteuse. Et vous voyez aussi que des zones dans les latitudes moyennes froides même, sont des zones où on a eu dans le passé des densités de population de chasseurs-cueilleurs très très élevées. Alors tout ça, ça a été, vous voyez, alors des cas comme l'Australie, la Nouvelle-Guinée, où on a des variations extrêmement importantes, dans le fond, à des distances géographiques faibles, en fonction notamment de l'installation près des côtes ou au contraire dans l'intérieur des terres. D'une façon générale, on a quand même, avec l'exception de l'Amérique du Sud, on a quand même en général des densités plus fortes quand on s'approche des côtes et quand on s'approche des endroits qui sont bien arrosés. Et puis au contraire, dans les milieux très continentaux, c'est un petit peu plus difficile. Donc tout ça a été étudié par des générations d'anthropologues et on a essayé donc de chiffrer la productivité de l'environnement, cette fameuse capacité porteuse. Et vous voyez sur ce graphique de nombreuses populations qui sont représentées par ces chiffres, et il est tout à fait clair que la densité du peuplement qui correspond à tous ces groupes-là eh bien, est une fonction linéaire de cette productivité de l'environnement. Alors là, la productivité de l'environnement, ce n'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui varie au cours du temps et notamment qui varie en fonction des saisons. Et ces variations, qui peuvent être des variations saisonnières,
mais qui peuvent aussi être des variations avec des cycles beaucoup plus longs, évidemment, ont une influence sur ces populations de chasseurs-cueilleurs. Alors, on a des fluctuations de cette capacité porteuse qui sont des fluctuations de faible amplitude, avec une diminution des rendements qu'offre cet environnement. Et disons que si cette diminution des rendements n'est pas trop importante, ça n'affecte pas beaucoup la densité de population. Vous allez voir, on va en parler dans un instant, mais surtout dans des environnements où les hommes exercent une très très grande pression sur l'environnement, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en général, ont développé des capacités de stockage de nourriture, de conservation de nourriture, et ça, c'est quelque chose qui est très très important, justement, pour, dans le fond, se libérer de l'influence de cycles saisonniers trop importants dans leurs effets. Mais il y a des situations où ces fluctuations de la capacité porteuse peuvent être d'une telle intensité que ça va diminuer de façon dramatique le rendement de l'exploitation de ces environnements. Et là, on peut avoir des famines, hein, et on peut avoir des décrochements très importants de la population qui va mettre du temps à repartir, à remonter. Et ça, c'est quelque chose qui peut se produire, encore une fois, pas seulement sur un cycle saisonnier, mais sur des cycles de beaucoup plus long terme. Alors voilà un exemple justement de ces fluctuations de la capacité porteuse, qui est un exemple qui a été produit par un collègue qui s'appelle Eugène Morin, qui s'intéresse surtout à la fluctuation de ces ressources dans les sites paléolithiques, mais il a compilé des données qui sont des données sur le nombre de caribous, de rennes, dans différentes régions des hautes latitudes, alors depuis la Russie jusqu'à l'Alaska, en passant par le Groenland, le Québec, le Labrador. Et ces nombres sont des nombres de caribous en milliers. Hein, donc, vous voyez qu'on parle de très, très grand nombre d'individus, puisqu'on a des chiffres qui vont à 200 000, à 750 000, très, très grand nombre de caribous. Et quand on regarde ce qui se passe sur une longue période, alors une longue période, c'est plus d'un siècle, hein, on se rend compte qu'en plus de variations qui sont des variations saisonnières, parce que ces caribous, dans le fond, ils migrent, eh bien, on a aussi des variations très importantes. Quand je dis très importantes, ça veut dire qu'on peut passer de centaines de milliers à presque rien du tout, et qui sont des variations à la fois sur la longue durée et qui, alors ça c'est quelque chose qui est assez étonnant quand on regarde ces données, qui ont l'air de se passer de façon synchrone sur de très très vastes territoires, et surtout dans des territoires qui sont des territoires séparés les uns des autres, hein, puisque là on a dans le fond quelque chose qui a l'air de se passer au milieu du XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, et qui, de façon presque synchrone, voit la chute de ces populations de rennes au Groenland. Alors, il y a des régions pour lesquelles on n'a pas de chiffres, hein, mais en Alaska, on a la même chose. Et je vous ai montré tout à l'heure ces chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le nord et le nord-ouest de l'Alaska et qui étaient des chasseurs de rennes. On les connaît depuis longtemps. On sait que ces gens-là, au XIXe siècle, vers 1850 par là, ont été obligés de migrer depuis les zones plus continentales dans lesquelles ils exploitaient ces rennes vers les côtes pour se consacrer beaucoup plus à la pêche et puis à l'exploitation des mammifères marins, des choses comme ça. Et c'est probablement une réponse à
à ce genre de fluctuations de très très grande ampleur. Et puis voilà, à partir des années 1950-1960, on a une remontée de ces effectifs de troupeaux de rennes. Et là, on a un exemple de fluctuations qui certainement ont une influence sur des prédateurs, comme dépendamment des hommes. Hein, on a parlé beaucoup de la concurrence entre les hommes et les carnivores. Bon, les populations de loups qui mangent des caribous, ben, elles subissent des fluctuations très très importantes, elles aussi, quand il se passe des choses comme ça. Et donc, on peut imaginer que, en particulier dans les temps paléolithiques, ce genre de phénomène a pu se produire à cause de phénomènes climatiques avec des changements à long terme et donc affecter de façon très importante les populations humaines. Alors, Eugène Morin a produit cet exemple parce que lui, il pense que ce genre de phénomène-là a pu avoir un effet même sur les populations néandertaliennes au moment du remplacement par des hommes modernes en Europe. Il y a un autre aspect de cette capacité porteuse, c'est que de façon, alors je ne sais pas si c'est paradoxal, mais dans le fond, ce sont dans les régions qui ont la capacité porteuse la plus élevée que la pression sur l'environnement est la plus importante. C'est-à-dire que c'est là qu'il va y avoir plus de monde, hein, on a expliqué ça déjà, la densité de population est très élevée, et on a une pression sur l'environnement qui est très très importante, avec tout un tas de changements qui se produisent à cause de cette grande densité de population, enfin plus grande densité de population, et cette pression très forte sur l'environnement. Ici, ce qui est présenté dans ce diagramme, c'est la relation entre le degré de sédentarité de ces groupes de chasseurs-cueilleurs et puis la pression qu'ils exercent sur l'environnement. Et vous voyez qu'il y a une variation très très importante du degré de sédentarité. En gros, on va de groupes qui sont des groupes qui bougent beaucoup sur des très très grands territoires et qui ont une assez faible densité de population, qui sont souvent plutôt des groupes, je dirais, plus continentaux. Hein. Et puis, à l'autre extrémité, on a des groupes de chasseurs-cueilleurs comme ces Chumash, qui étaient des groupes amérindiens de Californie, donc de la côte, qui sont des groupes qui exercent une très grande pression sur leur environnement en termes d'extraction de faune, aussi bien de poissons, de mammifères, de toutes sortes de proies, et qui ont donc une forte densité de population, et en même temps qui sont des groupes beaucoup plus sédentaires que les premiers. Et vous voyez aussi quelque chose que je vous ai déjà indiqué, c'est que ces chiffres sont des chiffres qui expriment la capacité de stockage de nourriture de tous ces groupes. Et vous voyez que le long de cette variation, on va de 0 à 5, hein, c'est-à-dire 5, c'est le degré maximum de capacité de conservation de nourriture et de stockage de nourriture sur le long terme. Alors l'anthropologue américain qui a rassemblé ces données, qui s'appelle Kelly, qui est un anthropologue très, très connu, a aussi essayé de montrer que dans le fond, dans cette variation en termes de démographie, de pression sur l'environnement, de degré de sédentarité, de capacité de stockage, eh bien dans le fond, il y avait une espèce de polarité entre des groupes. Alors, c'est assez difficile à exprimer en chiffres, hein, mais lui a essayé de le faire. Des groupes qui présentent une complexité socio-économique plus faible et des groupes qui présentent une complexité socio-économique plus forte. Alors,
qu'est-ce que Kelly exprime dans ces chiffres? Eh bien, voilà la liste des caractères qu'il attribue à cette complexité socio-économique plus ou moins simple ou plus ou moins complexe. Donc vous voyez que ça commence par ce dont on a déjà parlé, le fait qu'on va de groupes qui sont des groupes qui vivent plutôt dans des milieux continentaux ou tropicaux humides, vers des milieux qui sont des milieux plus côtiers, des environnements qui sont des environnements très variables, donc qui sont des environnements à risque d'une certaine façon pour les chasseurs-cueilleurs, vers des environnements où les amplitudes des variations des ressources disponibles sont plus faibles. Donc une implication de tout ça sur l'alimentation. Ici, on dépend surtout de la chasse d'animaux terrestres, alors que dans les groupes où il y a une complexité socio-économique plus grande, on exploite aussi des plantes et puis des animaux marins, des poissons, ces fameuses ressources aquatiques dont je parlais. Une variation de la densité de population, de densité très faible à des densités beaucoup plus élevées, une pression sur l'environnement qui est faible dans le premier cas, élevée dans l'autre, et puis en relation en particulier avec la capacité de stockage, et puis le fait que ici on a des environnements qui sont beaucoup plus stables, si je peux dire, eh bien beaucoup moins de famine dans ces environnements-là que dans les premiers, avec beaucoup plus de sédentarité. Et puis, vous voyez qu'on a, sur le plan social, aussi des conséquences, c'est-à-dire que ces populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des milieux continentaux avec des faibles densités de population, des environnements qui varient de façon importante sur le plan saisonnier, le risque de famine, des sociétés qui sont dans le fond plus égalitaires, alors que quand on va se retrouver dans des environnements qui ont une très très grande productivité, où il y a des groupes très denses, eh bien, on voit se développer des sociétés qui sont des sociétés plus inégalitaires, avec des classes sociales qui peuvent être basées sur la propriété de richesses ou sur la descendance. Et on a même dans ce type de société le développement alors, pas vraiment de la monnaie, mais en tout cas d'objets d'échange qui sont un petit peu standardisés, si je peux dire, et qui jouent un peu le rôle de monnaie. Alors certainement, un des exemples les plus, je dirais, extrêmes de cette complexité socio-économique qui, dans le fond, résulte de la productivité des territoires et de la capacité des hommes dans leurs activités de chasse, de pêche, d'extraire beaucoup d'énergie de l'environnement, c'est en particulier les Indiens de la côte nord-ouest du Canada, donc qui est la côte nord-est du Pacifique. Et on a vu dans ces régions-là, donc dans les milieux côtiers, se développer des sociétés qui étaient des sociétés extrêmement riches. Riches, pourquoi? Parce qu'elles exploitaient un milieu qui était un milieu très riche. Alors, voilà quelques images qui montrent l'activité de ces groupes amérindiens avec la chasse aux mammifères marins et la chasse à la baleine. Et puis la capacité d'exploiter en particulier les saumons avec, je crois, 4 espèces différentes de saumons qui remontent les rivières. Et donc tout ça génère si je peux dire, des surplus. Et ces surplus permettent à ces sociétés, qui sont des sociétés qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ne pratiquent pas l'agriculture du tout, eh bien, de développer des sociétés qui sont non seulement complexes, mais qui sont des sociétés avec une hiérarchie sociale très importante,
j'ai trouvé cette photographie qui est la photographie de la fille d'un chef d'un groupe qui s'appelle les Nokaoktok. Et cette fille du chef siège sur un espèce de trône assise symboliquement sur la tête de ses esclaves, parce que ce sont des sociétés qui sont des sociétés hiérarchisées avec un système d'esclavage. Et elle siège lors d'une cérémonie pendant laquelle on va distribuer des surplus de nourriture et des cadeaux à l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle ces fameux potlatch. Et donc, voilà, des sociétés qui, dans le fond, dans leur organisation, s'approchent de sociétés urbaines qui sont développées dans l'Ancien Monde autour des premières formes d'agriculture extrêmement productive. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a des groupes qui sont des groupes, dans le fond, qui, eux, je vous l'ai dit, développent des sociétés qui, à certains aspects, sont plus simples. Et on s'est beaucoup interrogé, je vous ai beaucoup parlé de densité de population, un sujet qui a beaucoup intéressé les anthropologues ces dernières années, c'est la relation entre cette densité de population, cette pression sur l'environnement, et puis la capacité d'innovation des groupes humains et donc leur capacité d'alimenter cette culture cumulative. Et il y a un exemple qui a beaucoup intéressé les spécialistes, c'est celui de la Tasmanie. Alors, la Tasmanie, c'est une île qui se trouve au sud de l'Australie, qui aujourd'hui est une île séparée de l'île-continent Australie, mais qui, pendant le dernier épisode glaciaire, à cause de la baisse des niveaux marins, était une partie de l'Australie. Donc au moment de la fonte des glaces, et avec la remontée des niveaux marins, l'Australie et la Tasmanie se sont trouvées séparées. Et on a, c'est lié à l'environnement, à la montée de l'aridité pendant l'épisode glaciaire, puis à la séparation de cette île, eh bien, on a des populations humaines qui se sont trouvées là et qui ont été non seulement isolées, mais surtout affaiblies du point de vue démographique. Alors, aujourd'hui, des Tasmaniens, il n'y en a plus. Depuis la colonisation de l'Australie et de la Tasmanie par les Anglais, eh bien, malheureusement pour les Tasmaniens, les derniers d'entre eux ont complètement disparu il y a bien longtemps. Mais on a beaucoup d'informations sur leur façon de vivre. Et l'idée qui a été souvent répandue et qui a souvent été discutée, c'est l'idée que dans le fond, en même temps que cette diminution de population de chasseurs-cueilleurs dans ce territoire, on a une espèce de perte de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui semblent avoir perdu des technologies qui étaient connues de leurs ancêtres. Alors on cite des paniers, on cite ces espèces de pointes en os qui servent à coudre des vêtements. Et donc il y a eu toute une discussion sur le fait que, dans le fond, si la population diminue trop dans des groupes humains, et notamment des groupes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, il n'y a plus assez de monde, non seulement pour inventer des choses nouvelles et les transmettre aux générations suivantes, mais même pour conserver le savoir-faire des générations précédentes. Et alors ça a été en particulier décrit par un anthropologue américain qui s'appelle Heinrich, et il y a eu de nombreux travaux
au cours des, disons, 10-15 dernières années, qui ont essayé de modéliser cette idée. Alors, la modélisation, c'est de la modélisation mathématique, hein, c'est-à-dire qu'on crée un modèle mathématique pour essayer de simuler combien d'inventions peuvent se faire par génération et qu'est-ce qui se passe si il y a moins d'individus à chaque génération. Et des auteurs comme Shenan en particulier, qui est un anthropologue britannique, eh bien, ont défendu très fortement cette idée que, dans le fond, la capacité d'innovation, elle était directement dépendante de l'effectif de la population. Et on a vu des publications comme celle-ci, où, en particulier, Shenan a mis en avant le fait que, peut-être, dans son esprit, je crois que ce n'est pas peut-être, c'est certainement, le développement de la modernité culturelle, on en a un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire de la complexité technique et sociale qui accompagne le développement de l'homme moderne en Afrique, disons entre 100 000 et 50 000, quelque chose comme ça, eh bien c'est quelque chose qui est essentiellement le résultat en fait d'un changement de la taille des populations. Et que dans le fond, la raison pour laquelle l'homme moderne est apparu à ce moment-là et la raison pour laquelle il est apparu en Afrique et pas ailleurs, eh bien, c'est en fait essentiellement un effet de cette démographie. Dans le fond, pourquoi les Africains sont devenus, sont nos ancêtres, eh bien, l'idée c'est qu'ils ont connu cette espèce d'explosion d'innovation à un certain moment, qui n'a pas pu se produire dans des zones périphériques des peuplements humains, comme l'Europe par exemple, parce que la population y était beaucoup plus faible, et elle est restée très faible très longtemps pour des raisons liées à l'environnement, au climat. Alors, on sait qu'il y a cette augmentation de population. Alors, depuis, on a des données, en particulier paléogénétiques et génétiques, qui permettent vraiment de voir l'évolution de ces tailles de population. Alors sur ce diagramme qui est un peu ancien, qui date je crois de 1998, le passé est à gauche, le présent est à droite, et sur celui-là c'est le contraire, je suis désolé, le présent est à gauche et le passé est à droite, mais vous voyez que les deux se rejoignent, si je peux dire, avec une espèce de pic d'augmentation de population qui correspond en gros aux derniers 50 000 ans ou quelque chose comme ça. Alors ce modèle, enfin cette idée d'un lien entre la démographie et la capacité d'innovation a été quand même très sérieusement remis en cause. Alors non pas par les gens qui font de la modélisation, mais plutôt par des archéologues ou des ethnographes qui travaillent sur des vrais sites archéologiques ou des vraies populations et qui en gros disent que ça n'est pas seulement la démographie qui explique la capacité d'innovation chez les groupes humains. En particulier, on a mis en avant le fait que dans les zones arctiques, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, même si la densité de population est très faible, eh bien, on a une capacité d'innovation et de complexité technique qui est extraordinaire. En fait, les Inuits, par exemple, sont parmi les groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont développé les techniques les plus complexes pour leur habitat, leurs vêtements, la chasse, etc. Que donc il y a certainement d'autres paramètres qui interviennent, comme par exemple le degré de risque que présente l'environnement. Donc je vais laisser de côté maintenant cette question de la densité de population et de ses effets sur l'organisation sociale et la complexité sociale, pour en venir à la question du transfert de nourriture. Et vous vous souvenez que déjà, chez les chimpanzés, donc qui pratiquent occasionnellement la chasse à des mammifères plus petits qu'eux, surtout des singes, des petits singes, eh bien, il y a des transferts de nourriture entre les chasseurs qui attrapent les proies et puis les autres individus. Et on en a déjà pas mal parlé, ce sont surtout les mâles qui chassent,
et ils donnent de la nourriture ou ils laissent d'autres individus prendre de la nourriture ou ils acceptent la demande d'autres individus qui peuvent être des mâles ou qui peuvent être des femelles avec un certain nombre de bénéfices dans ce transfert de nourriture, hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui bénéficient de ces dons, si je peux dire, eh bien, peuvent ensuite se montrer coopératifs. Alors, chez les hommes, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais on a, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, enfin en tout cas massivement, celles qu'on connaît, qu'on a étudiées depuis très longtemps, on a une division sexuelle des tâches. Alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile à discuter aujourd'hui parce que l'anthropologie est une discipline qui s'est beaucoup féminisée et donc il y a beaucoup d'anthropologues qui remettent en cause ce modèle de l'homme qui va à la chasse et puis les femmes restent, enfin elles ne restent pas à la maison, elles sont plutôt orientées vers le côté cueillette que du côté chasse. Donc il y a beaucoup de... Enfin beaucoup. Il y a des collègues, surtout des collègues américaines, qui discutent beaucoup ce modèle, qui essaient de mettre en avant que les femmes aussi chassent. Alors bon, elles chassent des petites bêtes, elles ne chassent pas vraiment les grosses, hein, mais donc ça je ne pense pas que ça remette vraiment en cause le modèle général. Bon, elles ramassent des tubercules, des fois elles ramassent aussi des tortues, des lézards, des choses comme ça, mais c'est quand même pas pareil que d'aller tuer un bison. Et donc, il y a au sein de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs tout un circuit, si je peux dire, de distribution de la nourriture dans les deux sens, hein. C'est-à-dire il y a la viande que les hommes peuvent acquérir, alors un peu la viande que les femmes aussi peuvent trouver sur leur chemin, mais aussi beaucoup de nourriture qu'elles collectent. Là, ici, ce sont des femmes Hadza de Tanzanie avec des tubercules qu'elles ont récoltés. On va pas mal parler des Hadza. Alors cette question des circuits de distribution de la nourriture, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez les hommes. Pourquoi ? Je vous le rappelle, parce que les hommes sont une espèce qui pratique ce qu'on appelle une reproduction coopérative. Et je vous rappelle que la reproduction coopérative, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que ça n'est pas seulement la mère d'un petit qui s'occupe de lui, qui l'allaite, qui le nourrit jusqu'à ce qu'il soit indépendant. En fait, c'est un consortium, si je peux dire, d'individus qui rend cela possible. Et en fait, j'allais dire, dans la nature, une femme seule ne pourrait pas, à la fois allaiter son enfant, je ne parle même pas du fait qu'elle pourrait en avoir d'autres, et en même temps trouver sa subsistance. Donc il y a chez les hommes des traits qui sont des traits biologiques, hein, et puis des traits comportementaux qui rendent tout cela possible. Et l'un d'entre eux, je vous le rappelle, c'est le fait que les enfants sont sevrés de façon très précoce. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui a un très long développement, mais très très longtemps à devenir adulte, mais dans le fond, les mères et les enfants d'ailleurs se séparent assez vite du point de vue de l'allaitement. Il y a un sevrage beaucoup plus précoce que chez les grands singes par exemple, ce qui permet aux enfants de bénéficier de transferts de nourriture d'autres adultes, puisque c'est de la nourriture solide qu'ils peuvent absorber et pas seulement le lait de leur mère. Et donc du coup, leur mère peut avoir d'autres enfants. Et donc ça donne à la démographie humaine un aspect très particulier. Mais cela implique évidemment un partage de nourriture. Et je vous ai déjà montré ce schéma. Chez un chimpanzé, la nourriture consommée, en gros, c'est la nourriture qui est extraite par cet individu de l'environnement, alors que
dans des populations de chasseurs-cueilleurs, on a d'abord une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée, on a un métabolisme basal plus élevé et une dépense énergétique plus grande, mais surtout ce qui est très important, c'est que l'énergie extraite de l'environnement au cours de la vie d'un individu représente une courbe très différente de sa consommation de nourriture. En gros, on produit peu au début et on consomme beaucoup plus. Et puis ensuite, eh bien, dès qu'on arrive à la fin de l'adolescence, dans ces populations de chasseurs-cueilleurs, eh bien, on se met à extraire de l'environnement beaucoup plus d'énergie qu'on en a besoin. Et cette énergie, eh bien, elle peut être redistribuée soit aux plus jeunes, soit aux plus vieux. Et donc, on a deux courbes qui sont complètement différentes. Et ça implique tout un circuit de redistribution. Alors, cette courbe, elle a été établie pour des hommes par ce chercheur. Bon, là-dessus, on va en parler un petit peu pendant un moment. Il y a toute une discussion pour savoir si c'est plutôt les hommes, plutôt les femmes qui donnent de la nourriture aux enfants. Voilà une étude où Kaplan aussi a participé, où on voit chez des Tsimanais qui sont pas vraiment un groupe de purs chasseurs-cueilleurs, hein, sont en fait des chasseurs-cueilleurs, mais qui pratiquent une forme d'horticulture aussi, mais enfin ils sont un peu à la frange. Et bien, vous voyez qu'au cours de la vie, eh bien, on a des transferts de nourriture vers les enfants qui sont extrêmement importants. Alors, évidemment, la mère, qui est représentée ici en vert, mais vous voyez aussi que les grands-mères, surtout, quand elles sont grand-mères, quand elles sont vieilles, contribuent beaucoup à la nourriture des enfants et aident leurs filles. Et on a beaucoup élaboré là-dessus, en supposant même que la survie dans l'espèce humaine des femmes longtemps après la ménopause s'expliquait par l'avantage adaptatif donné par ce comportement. Enfin, vous voyez quand même que le père aussi produit pas mal de nourriture, hein, c'est la courbe en bleu marine là-haut. Et donc tout ça va vers les enfants. Et donc c'est tout ça pour vous dire donc, que cette idée de partage de nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment central dans les sociétés humaines, et c'est quelque chose que nous devons apprendre très tôt. Alors je reviens à mes Hadza. Ce chasseur Hadza, c'est la photo qui a servi pour l'affiche de mon cours de cette année. Donc ces Hadza sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent en Tanzanie et qui ont été, j'allais dire les pauvres, qui ont été étudiés, surétudiés par des armées d'anthropologues de différentes écoles. Il y a des gens de mon département à Leipzig qui sont allés chez les Hadza. Tout le monde va chez les Hadza. Parce que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de chasseurs-cueilleurs qui vivent de chasse et de cueillette. Donc on est tout le temps en train de parler des mêmes, c'est toujours les Boshimans, quelques groupes qui vivent en Amérique du Sud. Enfin, en Amérique du Sud, c'est compliqué parce qu'ils lancent des flèches pas que sur le gibier. Et donc on va chez les Hadza. Alors, un des problèmes de ces Hadza, c'est qu'évidemment, au fil du temps, à force d'être fréquentés par des anthropologues, ils connaissent aussi bien les anthropologues que les anthropologues ne les connaissent. Et leur comportement a changé. Hein. Par exemple, on sait qu'ils commencent par exemple, à vendre de la viande de chasse parce qu'il y a des populations autour qui leur achètent. Et donc tout ça, ça altère probablement leur comportement et leur organisation. Mais enfin, en tout cas, on a énormément de données sur les Hadza qui ont été l'objet de beaucoup d'études et de controverses, comme vous allez le voir. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui vous montre comment les enfants Hadza, au début, qui ne sont pas très partageurs, hein, comme tous les enfants, eh bien, à partir de 6-7 ans, se mettent à échanger de plus en plus avec d'autres enfants. Et donc ça, c'est
ça vous donne aussi une idée du détail dans lequel on a pu rentrer dans l'étude de ces populations. Il y a des gens qui vont voir les Hadza avec des petites balances pour mesurer qui donne quoi à qui, etc. Bon. Mais enfin, en tout cas, ça montre qu'il y a une pression sociale pour, dans le fond, encourager les enfants à apprendre le partage. Et ce partage, c'est quelque chose qui va devenir très important dans la vie des individus et dans leur succès reproducteur, comme vous allez le voir. Alors, il y a eu, comme je vous l'ai dit, toutes sortes d'études menées sur les Hadza, et en particulier, il y a un groupe auquel a participé, qui a été dirigé par une anthropologue, une dame américaine qui s'appelle Kristen Hawkes, qui est membre de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a produit énormément de travaux très intéressants. C'est elle qui est la mère, si je peux dire, de la théorie des grands-mères, vous savez. Et Kristen Hawkes s'est beaucoup intéressée justement à cette contribution des hommes et des femmes et au partage des tâches dans cette production de nourriture. Et l'idée de Kristen Hawkes et des gens qui travaillent avec elle, c'est que dans le fond, quand on regarde quelle est la production de viande chassée par les chasseurs mâles qui s'éloignent du groupe et qui vont chercher du gros gibier, et ce qui se passe avec la nourriture végétale, dont je vous rappelle qu'elle est extraite par les femmes qui creusent pour extraire ces tubercules, eh bien, en gros, ce que Kristen Hawkes nous a expliqué pendant très longtemps, c'est qu'en fait, d'abord, les femmes ramassent beaucoup de tubercules, et que ces tubercules, enfin, une grande partie finit dans le household en anglais, c'est-à-dire dans la famille, en fait, dans le groupe familial. Donc, en gros, elles font bouillir la marmite. D'accord ? Par contre, les hommes, vous voyez, ils vont chercher du gros gibier, et en fait, quand on regarde, enfin, d'après les mesures de Kristen Hawkes et de ses collègues, la quantité de viande qui revient à la famille du chasseur, eh bien, c'est une proportion qui est très faible, qui est moins de 10% de la viande que ce chasseur va acquérir en tuant du gros gibier. Avec aussi un autre problème, c'est que la nourriture végétale qu'on va chercher en creusant pour extraire des tubercules du sol, il y en a tout le temps, donc il suffit d'aller creuser, on en ramène. Hein. Par contre, on peut rester très longtemps sans tuer une grosse bête. On peut rester 1 mois plus sans tuer une grosse bête. Et donc le modèle explicatif qui a été proposé par cette chercheuse, c'est que dans le fond, d'abord, ces Hadza seraient, d'après elle, spécialisés plutôt dans la chasse au gros gibier, et que dans le fond, la raison pour laquelle les chasseurs veulent acquérir ces proies, c'est plus une question de prestige qu'une question d'avantage immédiat dans l'acquisition de ces proies. Et pourquoi une question de prestige ? Eh bien, parce que quand on tue une très grosse bête, eh bien, on la partage avec tout le groupe. Et dans le fond, en plus, c'est quelque chose qui se voit. Donc, c'est un petit peu forme de... pas de vantardisme, mais presque. C'est un côté Tartarin de Tarascon, un peu. Donc, on ramène cette grosse bête, ou on emmène tout le groupe pour aller débiter cette grosse bête. Et donc, on acquiert un très, très grand prestige. Et dans le fond, l'idée de ces anthropologues, c'est que ce qui est en jeu dans l'acquisition de très grandes proies, c'est une forme de compétition entre les mâles pour, dans le fond, attirer l'attention du groupe et des femmes, évidemment. Alors, ce qui est vrai, c'est que, je vous rappelle, on en a déjà parlé, je crois, l'année dernière, c'est que la chasse au gros gibier, en tout cas au très gros gibier, c'est une activité qui est extrêmement coûteuse en énergie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la durée de la chasse est directement liée à la taille du gibier. Plus c'est gros, plus ça prend du temps.
et cela de façon, encore une fois, sont des échelles logarithmiques, hein, donc ça vous montre que très très vite, dès qu'on recherche des bêtes très grosses, il faut passer non seulement des heures, mais des jours. Et puis aussi, le taux de succès baisse avec la taille des proies. Quand on chasse des petits animaux, dans le fond, une fois sur deux, au moins, on les attrape. Par contre, un éléphant, eh bien, c'est une fois sur 5. Hein, donc, il faut courir derrière 5 éléphants pour en attraper un. Et une fois qu'on a eu l'éléphant, si je peux dire, eh bien, ce n'est pas fini parce qu'il faut, après l'avoir poursuivi pendant 2 jours, eh bien, il faut plusieurs jours pour débiter la carcasse de l'éléphant, la transporter, etc. Et donc, en fait, quand on regarde en termes énergétiques le bénéfice de tout ça, eh bien, on se rend compte que si sur le papier, la quantité de calories que peut fournir une proie comme un éléphant ou une girafe est évidemment énorme par rapport à une petite antilope, quand on a fait le compte des heures passées pour l'attraper, du fait que ça ne marche pas 4 fois sur 5, et qu'en plus il faut plusieurs jours pour le débiter, le transporter, etc., eh bien finalement, le retour en investissement, si je peux dire, en termes de bénéfices énergétiques de tout ça, eh bien, est en fait beaucoup plus faible pour des très grosses proies que pour des proies qui sont, disons, des proies moyennes, pas toutes petites, mais des choses comme des antilopes, comme des impalas ou des petites antilopes de savane. Et donc, vous voyez déjà que dans cette chasse aux très grosses proies, il y a probablement quelque chose de plus que le simple désir d'attraper un gros morceau de viande. Il y a quelque chose qui peut-être a un rôle social en impliquant tout un groupe dans une grande chasse, donc qui renforce la cohésion sociale du groupe, peut-être aussi cet aspect de prestige que Kristen Hawkes et d'autres ont beaucoup mis en avant. Alors, il y a quand même un problème avec ce modèle, c'est-à-dire du chasseur qui, dans le fond, chasse pour attraper de la viande, mais aussi et surtout pour se faire mousser un peu. C'est que quand même, quand on regarde le lien qui peut exister entre le succès à la chasse d'un individu et l'état de santé de ses enfants, et là, chez les Hadza, on sait qu'il y a des fluctuations de poids des enfants en fonction de la saison, si c'est de la saison sèche ou pas, on se rend compte de façon très claire que les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs, ceux qui ont la plus grande chance de succès, eh bien, ils ont les enfants qui grossissent le plus. Donc ça, probablement que ce n'est pas juste dû au prestige de leur père à l'intérieur du groupe, il doit y avoir quelque chose d'autre. Alors l'idée de Kristen Hawkes, c'est que, en fait, à cause de ce prestige, ces hommes, eh bien, ils récupèrent des femmes qui travaillent plus dur que les autres. Donc, il y a une relation entre la chance des hommes, enfin le succès des hommes à la chasse, et puis le temps pendant lequel les femmes creusent pour trouver des tubercules. Et en plus, évidemment, comme ils ont une renommée de grands chasseurs, ils arrivent à en avoir plus qu'une. Ils en ont une plus jeune, plus tard, quand la première a vieilli, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas que les mâles blancs qui ont inventé ça. Et donc, au final, ils ont des enfants qui sont en meilleure santé, ils ont plus d'enfants, etc. Donc ça, c'est la théorie de Kristen Hawkes. Et alors, ces données qui ont été recueillies sur plusieurs années, elles ont été complétées par des données qui ont été recueillies plus tard par un autre groupe, alors qui est un groupe un peu concurrent, mais toujours chez les Hadza. Alors, Wood et Marlowe sont des hommes, hein,
Et eux, ils ont mesuré, pesé la viande, regardé combien de carcasses sont rapportées, etc., sur une beaucoup plus grande période de temps, et ils sont arrivés à des résultats quand même très différents de ceux de Madame Hawkes. Et enfin, je vous montrer quelques diapositives. Voilà ici, sur ce diagramme, en fonction de du fait qu'on a affaire à la famille du chasseur et puis aux autres, eh bien, le pourcentage d'une carcasse qui est, dans le fond, mangée, qui est consommée. Et vous voyez que dans les données de Wood et de Marlowe, c'est un petit peu plus contrasté que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un lien très net entre le fait d'appartenir ou pas à la famille du chasseur et puis la proportion de la carcasse qu'on va consommer. Donc en gros, quel que soit le poids de l'animal, on part de 0 jusqu'à des animaux qui font 300 kilos, vous voyez que d'une façon générale, il vaut mieux être de la famille du chasseur que de ne pas en être pour avoir accès à cette carcasse. Donc il y a un partage à l'intérieur du groupe, mais c'est quand même la famille qui en bénéficie le plus. Et surtout, on se rend compte que ces chasseurs qui partent dans l'environnement et qui ramènent de la nourriture, eh bien, ils ne ramènent pas seulement du grand gibier. Alors le grand gibier, c'est ce qui est représenté ici, là, c'est ce troisième groupe de bâtons, avec des pourcentages ici. Dans le fond, le grand gibier, c'est ce qui est le plus partagé, d'accord ? Mais ce que montrent Wood et Marlowe dans leur étude, c'est que dans le fond, ce gros gibier, c'est seulement une part de ce que les chasseurs rapportent. Ils rapportent aussi du petit gibier. Ce petit gibier, il peut être partagé, là-haut, mais il peut aussi ne pas être partagé du tout. Il peut être consommé sur place avant de rentrer à la maison, ou il est rapporté entier à la maison. Et puis, ces chasseurs, ils rapportent aussi d'autres sources de nourriture, des fruits, du miel. Et là, les fruits, le miel, les choses comme ça, en gros, ça va à la famille et c'est pas trop redistribué. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que on a une autre explication, dans le fond, du fait que les enfants des meilleurs chasseurs sont plutôt en meilleure santé, et aussi du fait que, dans le fond, les femmes, elles préfèrent vivre et se marier avec les bons chasseurs plutôt qu'avec les autres, pas seulement pour le prestige. Donc, quand on regarde, par exemple, la quantité de nourriture par rapport aux proies rapportées qui est consommée par les femmes du chasseur par rapport aux autres, c'est-à-dire le chasseur lui-même et puis les autres femmes, vous voyez que les femmes s'en tirent pas mal. Pareil pour les enfants, c'est-à-dire les enfants du producer, c'est celui qui ramène le gibier, et mange quand même plutôt mieux que les autres. Et d'une façon générale, on voit que entre les meilleurs chasseurs et puis les chasseurs qui sont moyens ou moins bons, eh bien, il y a une différence quand même considérable de la consommation d'énergie, enfin la consommation de nourriture à l'intérieur de la famille. Et d'une façon qui n'est pas très surprenante, dans le fond, on se rend compte que les meilleurs chasseurs ont plus de chances d'être mariés et d'avoir des enfants que les autres. Et donc, on a les hommes mariés avec des enfants qui, d'une façon générale, rapportent plus de calories au groupe que ceux qui sont mariés sans enfants et qui eux-mêmes rapportent plus que ceux qui sont célibataires. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Alors, je ne voudrais pas trop forcer le trait dans ce débat entre Marlowe, Wood et puis Kristen Hawkes et tous ces gens-là. En fait, ce que j'essaie de vous dire en vous présentant cet exemple, c'est que, dans le fond, rapporter de la nourriture de la chasse, évidemment, c'est très avantageux pour celui qui se montre un bon chasseur, et c'est aussi très avantageux pour sa famille directe, mais il y a aussi quand même toujours cette dimension
de partage avec les autres. Et bon, même si, j'allais dire, les idées de Madame Hawkes et de ses descendantes ont été quand même un petit peu atténuées, si je peux dire, dans leur expression, il est certain quand même qu'il y a aussi ce comportement, ce bénéfice secondaire qui est un bénéfice de prestige dans le groupe, qui rend, disons, la vie sociale plus agréable. Dans le fond, on a envie d'être avec les meilleurs chasseurs, pas seulement parce que c'est des bons chasseurs, mais aussi parce qu'ils redistribuent et aussi parce que, bon, il vaut mieux avoir un voisin qui est sympathique, riche, etc., etc. Quand même, il y a une chose, sans vouloir paraître trop darwinien, il y a une chose quand même qu'il faut souligner, c'est que si effectivement les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs ont un plus grand succès reproductif, c'est-à-dire ils ont plus d'enfants, et des enfants qui ont une meilleure chance de survie, qui sont en meilleure santé, donc du point de vue de la sélection naturelle, ça veut dire en gros que depuis quand même pas mal de dizaines de milliers d'années, les hommes, et quand je dis les hommes, je veux dire les mâles de l'espèce humaine, sont sélectionnés pour être des meilleurs chasseurs, puisque c'est eux qui ont le meilleur succès reproductif. Et donc il est quand même probable qu'un certain nombre de capacités ont été sélectionnées chez les hommes pour obtenir ce résultat et pour les maintenir dans ce succès reproductif. Alors tout ça m'amène à un autre point, qui est celui donc de la division sexuelle des tâches. Donc on a un petit peu parlé à propos des Hadza, et donc ça existe, je vous l'ai dit, dans des tas de groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont été étudiés. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une division sexuelle des tâches quand on remonte chez les Néandertaliens, chez les Homo erectus ou avant, hein, et quand est-ce que c'est apparu dans l'évolution humaine? Je crois que ça, c'est censé être des Néandertaliens. En fait, évidemment, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet, parce qu'on n'a pas d'observation, on ne peut pas aller peser avec une petite balance qui mange quoi et qui fait quoi, et observer ça dans le passé. Donc on est obligé de se rabattre sur d'autres éléments, et en particulier, il y a deux chercheurs, Mary Steiner et Steve Kuhn, qui ont produit, il y a une dizaine d'années, plusieurs articles sur cette question avec des arguments qui sont assez intéressants et qui tiennent leur angle d'attaque de cette question-là. C'est la présence de petits gibiers, de gibiers diversifiés dans les sites archéologiques. Alors, je vous explique rapidement quelle est leur idée. Leur idée, c'est que, dans le fond, quand on remonte dans le Paléolithique et qu'on arrive jusqu'au Paléolithique moyen, donc l'époque en gros où en Europe vivent des hommes de Néandertal, on a une très grande prédominance du gros gibier dans les sites archéologiques. Donc on trouve surtout en Europe, dans les sites archéologiques, du renne, du bison, du cheval, des animaux de ce format-là. C'est la proie essentielle de ces hommes de Néandertal. Et puis on voit autour de 40-45 000, on voit un changement qui a été observé dans différentes régions. Donc ces chercheurs ont travaillé aussi bien en Europe qu'au Proche-Orient. On voit apparaître de plus en plus de petits animaux, alors qui peuvent être des petits animaux faciles à attraper parce qu'ils sont lents, vous savez, tortues, des choses comme ça, ou qui peuvent être plus compliqués à attraper, par exemple des oiseaux. Mais on voit un développement très rapide de ce nombre de proies. Donc, l'idée qui a été soutenue par ces chercheurs, c'est qu'il y a une diversification des proies avec un ajout aux proies de grande taille de proies beaucoup plus petites et
qui sont forcément acquises d'une façon différente. Et pour Mary Steiner et Steve Kuhn, ce passage du paléolithique moyen au paléolithique supérieur, en fait, correspond à la mise en place peut-être de cette division sexuelle des tâches qui, auparavant, n'aurait pas existé. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, comme chez les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, enfin récemment, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, eh bien, ce sont plutôt les femmes qui se concentrent sur alors, le ramassage de tubercules, on a vu ça chez les Hadza, mais aussi la capture de petits animaux, par exemple chez les aborigènes australiens, des lézards, des choses comme ça. Eh bien, l'idée, c'est que l'apparition de ce genre de matériel, si je peux dire, dans les sites archéologiques, eh bien, traduit cette division entre hommes et femmes. Et d'après Steiner et Kuhn, probablement, à l'époque de l'homme de Néandertal, eh bien, on a une participation des femmes et des enfants à la chasse au gros gibier. Alors, la chasse au gros gibier au paléolithique moyen, c'est quelque chose quand même qui devait être assez, risqué. Et on sait, par l'étude de restes squelettiques, et puis aussi à cause du type d'outils ou d'armes qu'on peut trouver dans ces sites, que c'est probablement non pas une chasse à distance, mais c'est vraiment presque un corps à corps avec le gibier parfois, hein, avec des armes utilisées qui impliquent que vraiment on s'approche de très très près d'animaux. Alors là, c'est un renne, bon, ça paraît relativement inoffensif, mais quand il s'agit d'un cheval ou d'un auroch, c'est pas tout à fait pareil. Je parle même pas d'un rhinocéros. Et donc Kuhn et Steiner ne vont pas jusqu'à prétendre que Madame Néandertal courait derrière les bisons pour les mettre à mort, mais en tout cas qu'il y avait des chasses collectives où probablement les jeunes individus, les femmes, participaient, par exemple en chassant, en effrayant le gibier pour le guider dans une certaine direction, des choses comme ça. Et que c'est seulement avec la diversification des ressources alimentaires au paléolithique supérieur, eh bien que là, il va y avoir une spécialisation des tâches avec des femmes qui vont plutôt se concentrer sur le ramassage de ressources. Là, ici, par exemple, des coquillages. On a beaucoup parlé de développement de la ressource coquillage chez les hommes modernes. Et puis, au paléolithique supérieur, on voit apparaître des choses qu'on ne connaissait pas avant, par exemple des filets, des choses comme ça, qui ont peut-être servi à capturer des petits animaux de façon beaucoup moins risquée que de la chasse au gros gibier. Alors cette idée qu'on n'a pas vraiment une division sexuelle des tâches dans le paléolithique moyen a quand même été assez discutée ces dernières années. Et en particulier, il y a une étude qui a été publiée, qui est une étude qui étudie un aspect assez particulier du comportement, vous allez voir, qui suggère qu'il y avait quand même déjà, même si les femmes néandertaliennes pouvaient peut-être participer à la chasse aux grands mammifères, il y avait quand même des différences dans le comportement. Alors on s'est intéressé à ces traces que l'on observe sur la denture antérieure des individus. On observe de façon courante, alors pas seulement chez les néandertaliens, mais même chez des formes beaucoup plus anciennes, on observe des striations assez nettes sur les dents antérieures, les canines, les incisives, de la mandibule et du maxillaire. Et on interprète ces traces qu'on observe comme le résultat de l'utilisation de la bouche comme une sorte de troisième main pour maintenir des objets et surtout peut-être quand on se nourrit, mais pas seulement, quand on prépare du cuir, quand on se livre à ce genre de tâches, c'est connu chez les Esquimaux par exemple, l'utilisation d'outils près de la bouche, près de la denture. Et donc l'utilisation
d'un couteau pour couper la viande très près de la denture, comme c'était pratiqué encore très récemment chez des peuples arctiques, et ben, tôt ou tard finit par produire ce genre de traces sur la denture. Et donc on s'est beaucoup intéressé à ces traces pour différentes raisons, en particulier pour déterminer si les gens étaient droitiers, gauchers, parce que si vous utilisez un objet coupant près de votre denture et que vous laissez des traces sur les dents avec votre main droite, eh bien, ces stries vont être inclinées d'une certaine façon, si c'est à gauche, d'une autre façon. Et il y a eu une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, vous voyez, c'est en 2015, où des chercheurs essentiellement espagnols ont analysé toutes ces traces, tous ces petits dommages qui sont faits aux dents antérieures avec certainement des outils de pierre, sur toute une série de dents néandertaliennes. Or, pour la plupart, elles viennent d'un gisement qui s'appelle El Cidrón, dans le nord de l'Espagne, mais il y avait aussi des dents néandertaliens d'autres sites, comme le site de l'Ortus, dans le sud de la France, donc une grande quantité de ces dents. Et ils ont comparé les résultats observés chez les individus que l'on considère comme des mâles et ceux qu'on considère comme des femelles. Et vous voyez que donc les hommes sont représentés par des barres gris clair et les femmes par des barres gris foncé. Donc ici, c'est la denture de la mandibule et ici la denture maxillaire. Et c'est assez curieux parce que quand on regarde ces dommages, on se rend compte que sur les dents supérieures, eh bien, sont surtout les hommes qui présentent des dommages. Sur les dents inférieures, c'est plutôt les femmes. Il y a aussi des variations, je n'ai pas représenté ça ici sur ma diapositive, en fonction de l'âge. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces stigmates, mais on sait que, encore une fois, chez un certain nombre de populations de chasseurs-cueilleurs récentes, notamment arctiques, eh bien, il y a une utilisation intense de la denture pour préparer, et en particulier, des cuirs, des peaux pour fabriquer des vêtements, pour mâcher les bottes, les chaussures, etc. Et volontiers, on se sert de ses dents comme d'un étau pour couper. Et donc, l'idée, c'est que même si la division sexuelle des taches était peut-être beaucoup moins éclatante et claire chez les néandertaliens que chez les hommes du Paléolithique supérieur, il y avait déjà des différences dans les taches effectuées par un sexe ou par l'autre. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un point qui peut paraître un point secondaire, un point assez marginal à cette question de chasse et de prédation, mais qui n'est quand même pas si éloigné de tous les sujets que j'ai évoqués. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a un lien avec la densité de population et la taille des territoires. Je reviens là-dessus. On a, dans le fond, dans les zones qui ont une grande productivité, on a une densité de population de chasseurs-cueilleurs qui est beaucoup plus forte. On a des groupes qui ont besoin de territoires qui sont des territoires beaucoup plus petits, dans lequel ils pratiquent la conservation, le stockage de nourriture. Ils ont aussi des sociétés qui sont des sociétés plus complexes. Et dans le fond, c'est dans ces environnements-là qu'on s'attend à trouver plus de violence liée au contrôle des territoires, à la protection des territoires, que dans des milieux continentaux où il y a une productivité faible, où il y a une très faible densité de population, avec des territoires immenses qui sont parcourus par ces groupes. Et dans le fond, la question qui se pose, c'est ces violences entre groupes, quand est-ce qu'elles apparaissent dans la préhistoire en relation avec ces territoires ? Vous vous souvenez que les chimpanzés eux-mêmes
qui vivent sur des tout petits territoires défendent ces territoires. Hein. On a des patrouilles le long de la frontière, entre guillemets, par des mâles qui surveillent ce qui se passe et occasionnellement même qui vont faire un raid chez les voisins. Et malheureusement pour les voisins, si l'un d'entre eux est isolé, il va périr sous les coups des attaquants. Et donc, la question, c'est, dans le fond, chez l'homme, quand est-ce que ce comportement territorial, violent, s'est développé? Alors, l'exemple des chimpanzés pourrait suggérer que c'est apparu il y a très longtemps, dans le fond. Hein. C'est un petit peu comme la consommation de la viande. Alors, pendant je dirais, le XXe siècle, on a eu tendance quand même à voir les groupes de chasseurs-cueilleurs de façon extrêmement pacifique, dans le fond. Hein. Et il y a toute une littérature sur le fait que, dans le fond, tant que les hommes ne se sont pas convertis à des économies de production, à l'agriculture, eh bien, on n'a pas vraiment d'activité guerrière entre des groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec le néolithique, avec le développement de l'agriculture, on va voir un développement absolument spectaculaire de ces activités guerrières, et on a de véritables scènes de massacres qui ont été découvertes dans certains sites néolithiques. Mais cela étant dit, disons, au cours des 20 dernières années, on a eu tendance quand même à réviser un peu cette notion d'une grande différence entre les temps paléolithiques, les chasseurs-cueilleurs pacifiques, etc., et puis les agriculteurs violents. Et en fait, d'abord, on s'est rendu compte que des groupes de chasseurs-cueilleurs récents pouvaient à l'occasion pratiquer des activités guerrières qui n'étaient pas juste des espèce de vendetta individuelle contre un individu ou une famille, mais qui étaient des choses un peu plus systématiques, si je peux dire. Et la question, c'est, dans le fond, dans les temps paléolithiques, en tout cas pour les sites dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut dire de ce comportement territorial de défense, dans le fond, d'une ressource, dans un climat potentiellement de concurrence. Alors, pour les temps paléolithiques, on a peu de données. Je vous présente ici un exemple qui est assez exceptionnel. Il s'agit d'une sépulture qui vient d'un site russe, malheureusement j'ai oublié le nom ici, qui s'appelle Sungir, qui est un site qui n'est pas très loin de Moscou. On a trouvé plusieurs sépultures qui sont très spectaculaires parce que ces individus sont inhumés avec des objets de parure et probablement des vêtements sur lesquels étaient cousus des petites perles tout à fait spectaculaires qu'on retrouve dans ces sépultures. Il y en a une qui est très célèbre, qui est une sépulture avec 2 enfants qui sont accompagnés de tout un mobilier très très spectaculaire. Et tout cela, ça date entre 25 000 et 27 000 à peu près en datation radiocarbone, c'est-à-dire que ça nous emmène aux alentours de 30 000 ans avant le présent en chronologie calibrée. Et alors on a un homme adulte d'âge mûr, il doit avoir au moins une quarantaine d'années, et cet individu, il a sur la première vertèbre thoracique, donc la première vertèbre thoracique, c'est la première vertèbre en dessous du cou, il a une lésion qui a été provoquée manifestement par un objet aigu, pointu, probablement une arme de jet en pierre. Et cette blessure ne se trouve pas sur la face dorsale de la vertèbre, mais sur la face ventrale de la vertèbre. Donc c'est quelqu'un qui a pris probablement une arme de jet en pleine poitrine, à peu près à cette hauteur-là, et qui l'a transpercé, qui est allé se planter dans la colonne vertébrale derrière. Il en est mort. Alors, bon,
c'est peut-être un accident de chasse. Mais on ne sait pas. Plus loin dans le temps, je remonte là non seulement à Néandertal, mais aux ancêtres des hommes de Néandertal. Je vous montre aussi cet exemple qui est tout à fait frappant, si je peux dire. Il s'agit d'un crâne découvert dans le gisement de Cima de los Huesos, donc on est à 430 000 avant le présent. C'est le crâne 17, donc il a été trouvé au milieu de pas mal d'autres individus. Et ce crâne, il présente 2 trous sur le frontal du côté gauche. Et ces 2 trous sont des trous qui sont subquadrangulaires, qui ont été faits tous les deux avec le même objet. Et quand on compare la face interne et la face externe de l'os, on voit très bien que c'est un objet qui a pénétré le crâne de l'extérieur et qui a fait exploser l'os à l'intérieur. Donc il a été frappé 2 fois avec la pointe d'un biface, quelque chose comme ça, et lui aussi, il en est mort. Et on a dans ce site plusieurs autres crânes qui ont des stigmates de ce genre-là. Donc voilà, je vous présente ces exemples-là. On a aussi un néandertalien qui est un néandertalien terminal. C'est le dernier néandertalien qu'on connaît en France, en Europe occidentale, qui est l'homme de Saint-Césaire, pareil, qui s'est pris aussi un coup sur la tête. Lui s'en est remis, mais il a eu quand même une sérieuse cicatrice. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des traces de violence, mais le problème dans le paléolithique moyen ou même le paléolithique supérieur, c'est que on a on a quand même très très peu d'individus, et souvent ces individus sont représentés par des restes trop fragmentaires pour qu'on puisse vraiment analyser les causes de la mort. Donc voilà, on a des indices d'une espèce de violence diffuse, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment l'interpréter pour l'instant. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des temps paléolithiques, là, on commence à voir chez des groupes qui sont encore des chasseurs-cueilleurs et qui ne sont pas encore des agriculteurs, eh bien, des traces d'une violence extrême et d'une violence de groupe. Et je veux quand même vous signaler une publication qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en 2016, par une collègue brésilienne qui travaille à Cambridge, Marta Mirazón-Lar, et qui, avec son équipe, a publié une série de restes qui ont été découverts au Kenya, dans des sédiments qui sont des sédiments qui ont à peu près 10 000 ans et qui sont des sédiments qui correspondent au fond la berge d'un petit lac. Donc c'est une espèce de marais dans lequel ces gens ont été abandonnés. Ce ne sont pas des sépultures, ils ont été, laissés là. Et sur ce groupe, je crois qu'il y a 27 individus au total, il y en a une douzaine qui sont bien conservés, les squelettes assez complets, et sur les 12 qui sont bien conservés, il y en a 10 qui présentent vraiment des traces de violence extrême, c'est-à-dire qui présentent des fractures du crâne qui ont été faites manifestement avec un objet contendant. Ils ont des chevilles ou des poignets brisés, certains portent des pointes de silex plantées dans certains os. On a quelque chose d'absolument terrifiant, c'est un squelette d'une femme enceinte. Elle avait un fœtus à l'intérieur, dont apparemment les mains et les pieds ont été attachés et qui, elle aussi, a été mise à mort. Et donc tous ces individus ont été laissés là. Donc quand cette publication est sortie, ça a été terrible parce que des tas de gens ont dit mais c'est épouvantable. Dans le fond, il y a une espèce de rejet presque de cette découverte. Pourquoi ? Eh bien parce que ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs. Et donc je crois que ce dont témoigne ce genre de découverte, c'est que dans certains environnements, peut-être justement ceux que j'évoquais tout à l'heure avec
une forte productivité, un rapport important en termes de succès de la chasse, de l'exploitation de l'environnement, des territoires qui portent des populations un peu plus nombreuses avec des territoires un peu plus restreints, eh bien, on a probablement des comportements qui sont des comportements qu'on va voir se développer de façon beaucoup plus étendue pendant le néolithique. Et je dirais, l'autre face de la médaille, c'est qu'on peut se dire aussi qu'avec ces comportements violents, c'est aussi le développement de comportements altruistes, courageux, héroïques, voire qui se développent dans ces populations humaines. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui est exposée à ce genre de comportement. On a dans le Mésolithique européen, donc le Mésolithique, c'est la fin, c'est vraiment l'extrême fin des temps glaciaires et puis le début surtout de l'Holocène, hein, c'est-à-dire notre interglaciaire, donc des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans nos régions, dans des environnements très différents des environnements dans lesquels les hommes du Paléolithique supérieur ont vécu. Et là aussi, on a des découvertes assez macabres. Je vous ai montré ces sépultures de Téviec et d'Eudic, vous savez, ces hommes qui étaient assis sous des ramures de cerfs, enfin des hommes et des femmes, et qui, pour certains, ont péri violemment. Une découverte qui a été faite au début du XXe siècle en Bavière, dans des grottes d'un endroit qu'on appelle Höfnet, et on a 33 têtes. Ce ne sont pas des crânes, ce sont des têtes parce qu'on a des traces de découpe sur les vertèbres cervicales. 33 têtes qui ont été déposées dans deux espèces de nids, hein, et qui ont été saupoudrées d'ocre. Donc des comportements qui sont des comportements chez des chasseurs-cueilleurs pas forcément très pacifiques. Voilà, je vais en finir sur cette note un peu triste, mais après tout, c'est mon dernier cours. Et simplement, bon, pour conclure, je voudrais juste vous dire que voilà, j'ai voulu vous montrer ces différents aspects de l'influence des comportements de chasse et de prédation sur la structure sociale des groupes, hein, sur leur structure familiale, et même sur certains aspects qui peuvent être des aspects cognitifs, psychologiques, hein, penser à la sélection des meilleurs chasseurs, hein, pour vous dire que, dans le fond, la prédation, la chasse, c'est pas seulement rapporter de quoi manger à la maison. Hein. Il y a des dimensions symboliques, des dimensions qui, dans le fond, renforcent les liens sociaux, contribuent de façon majeure au comportement reproducteur, au succès reproducteur des individus, aux raisons pour lesquelles on peut se retrouver marié avec quelqu'un ou pas. Vous voyez que c'est quelque chose qui envahit toute une sphère très complexe de comportements, y compris des comportements violents liés à la défense du territoire. Donc voilà, j'espère que je vous ai graduellement amené à la complexité des sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs les plus récentes. Je vous remercie pour votre attention.